lors d'une présentation en public, on souhaite être en parfait contrôle de tout, notre voix, la situation, notre gestuelle. Logiquement, on dirait que ce serait parfait, justement, si on pouvait parvenir à tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable de se donner un tel objectif? On met la barre pas mal haute. C'est ce qu'on va voir avec notre première invitée à PME en Action pour la participation du Blog de la communauté d'affaires LIM. Annie Bienvenue, qui est ambassadrice LIM, coach d'affaires et formatrice en communication. Bonjour. Bonjour, M. Contact. C'est vrai que si on avait tous les éléments parfaits, tout irait bien, on devrait, en principe, dire c'est parfait, tout va bien. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut penser, je crois. Mais écoutez, c'est louable et c'est tout à fait naturel de souhaiter dégager une impression de confiance, de parfait contrôle, parce que c'est vrai que ça dégage une confiance, une aisance qu'on souhaite tous. Ouais. L'angle un peu différent que j'apporte... L'autre côté de la médaille. Oui, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il faut pas... C'est pas le focus qu'on doit avoir. Être en contrôle, c'est une conséquence. Donc, et de vouloir être en contrôle, en fait, c'est un mécanisme de défense. Parce qu'on sent que on n'a pas à subir, on est en train d'agir. Donc, je contrôle tout, tous mes processus, toutes mes étapes, ce que je vais dire, le moment, l'arrêt. Donc, si je contrôle tout, j'agis et je ne subis rien. Donc, on a cette perception qu'on va dégager beaucoup de confiance et d'aisance. La problématique, quand on est en présentation, si on donne une conférence, on rencontre un client, quand on est en communication, la communication, c'est un échange. Donc, on ne peut pas tout contrôler. OK. C'est pas comme un spectacle où on est sur scène, on a appris, je sais pas, notre réplique ou les pas de danse qu'on doit faire et on se doit les faire parfaitement. Et si, évidemment, on tombe ou on ne dit pas ce qu'il faut, ben là, où on a un blanc de mémoire, on ne peut pas donner notre réplique, c'est la catastrophe. Parce que là, c'est une performance. Tout doit être parfait. Mais c'est pas comme ça, la communication. Mais ce que vous amenez comme exemple, c'est la même chose. Même en spectacle, je vous dirais, à un moment donné, il faut lâcher prise. Ah ben oui. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. L'autre personne, est-ce que la lumière va manquer, je vais être obligé de m'adapter, m'ajuster constamment et ça ne sera pas comme à la répétition. Donc, mon exemple n'est pas bon. Ça serait bon, par exemple, votre exemple est parfait. Si on faisait ça, mais où il n'y a pas de public dans la salle. En fait, votre exemple est parfait parce qu'on a ce préjugé que c'est comme ça qu'on arrive à contrôler. On va faire exactement ce qu'on avait prévu. Et c'est là qu'on va être bon. Au contraire. L'idée, c'est de se dire, peu importe comment je l'ai pratiqué, préparé, que je suis prêt, je dois lâcher prise. En présentation, à partir du moment que la première personne du public, la personne avec qui je vais intervenir arrive, je dois lâcher prise. OK, alors donc... Ce qu'on veut éviter, en fait, il y a plusieurs symptômes. On se demande, est-ce que je veux trop contrôler? C'est quoi les symptômes? En fait, si on a beaucoup de fatigue mentale, après une présentation ou une rencontre client, c'est parce qu'on essaie de tout contrôler. Ça veut dire qu'on était tellement concentré sur notre performance, tout contrôlé, au point de s'en fatiguer mentalement. Exactement. On reste dans nos schèmes, on reste vraiment mentalement pris, et puis, donc, on n'est plus dans la réalité. Ça, c'est Si, dans vos présentations, vous avez peu de réactions du public, peu d'échanges avec le public, c'est pas bon signe. C'est parce que vous essayez de tout contrôler. Le public n'a pas sa place. Il a compris le code, il fait semblant d'écouter parce que vous faites semblant de leur parler. OK, ils se disent, j'interviendrai pas parce que là, il a l'air d'être parti, lui-là. Oui, après ça, qu'il y a une cassette qui est partie, on n'intervient pas, on écoute poliment. Les Québécois sont plutôt polis. Donc, ça reste, il y a peu d'échanges. Donc, ça, c'est un signe qu'on cherche à tout contrôler. Et on a beaucoup plus de blanc de mémoire quand on est dans cette attitude-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre dans le bon état d'esprit? Parce qu'il faut quand même contrôler quelque chose. Oui, ça ne peut pas être un désastre total du début à la fin. Non, on ne peut pas juste se laisser aller et puis penser que... Ouais. Ce qu'on veut maîtriser, c'est tout ce qui nous appartient et ce qui vient avant. Donc, par exemple, je m'en vais faire un voyage, donc je vais préparer mon itinéraire. Si je pars en voiture, je vais préparer ma voiture, je vais m'assurer que j'ai de l'essence dans la voiture. J'ai dû apprendre à conduire, donc je dois connaître les codes de la route. Il y a toutes sortes de choses sur lesquelles je peux avoir une bonne maîtrise. Je peux prévoir tout ce qui pourrait arriver. Donc ça donne de la confiance. Mais une fois que je suis parti sur la route, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des détours dus à de la construction, ça on en vit pas mal. Oui, non, il va constamment falloir m'adapter, m'ajuster à la réalité que ça, je ne pouvais pas prévoir. Et c'est pas une catastrophe s'il y a de l'imprévu, c'est pas une catastrophe. Non, au contraire, c'est la vie.
Une équipe sportive se prépare son plan de match jusqu'au moment et elle fait exactement ce qu'elle a prévu jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre équipe qui a aussi un plan de match, puis qui arrive. Donc, je vais être constamment en train de m'ajuster. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai planifié va être là au bon moment pour m'aider, me supporter, me donner confiance. Et là, les gens vont avoir cette perception et je vais avoir ce sentiment d'être d'avoir de l'aisance. C'est une vraie communication. Oui. Et j'invite nos téléspectateurs à aller sur le site de l'IM parce que votre billet se trouve là. Être en parfait contrôle lors de vos présentations, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, hein? Le titre en fait, c'est une conséquence. Donne une conséquence. Alors donc, notre conversation, en fait, est un peu résumée dans ce billet-là parce que il faut, c'est de la communication. Et dans la communication, ça se passe dans les canaux, dans les deux sens. Annie, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le prochain segment de notre émission PME en action. On va recevoir un autre collaborateur de l'IM, le blog de la communauté d'affaires. Vous restez avec nous. On en parle beaucoup, l'omnicanal qui est la tendance clé en commerce de détail. Ça implique plusieurs éléments différents dans une entreprise et ça se révèle évidemment certainement complexe. C'est aussi pourquoi elle est en partie mal comprise, cette notion-là. Alors notre invité, Nectarios Economakis, qui est associé chez PNR, va nous aider à y voir plus clair. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. D'ailleurs, vous avez préparé un article là-dessus que je vais montrer à nos téléspectateurs sur l'IM, bien sûr, le blog de la communauté d'affaires. Le titre, quand même assez évocateur, « Le chemin vers la gloire de l'omnicanal ». Parce que quand ça marche, j'ai l'impression que c'est glorieux, cette histoire-là. Parce que, d'abord, la définition d'omnicanal, ça veut dire qu'on va sur tous les canaux possibles. Et c'est important de ne pas y aller en silo. Ça, c'est bien exposé dans votre article. Il faut que ce soit un peu comme un parapluie, si on veut, qu'on aille dans toutes les directions. Et ça amène... C'est ce qui fait peut-être que c'est mal compris, parce que c'est complexe. Oui, exactement. Donc, c'est nouveau comme concept, mais ça existe quand même depuis quelques années. Ce que les dirigeants d'entreprise doivent vraiment savoir, c'est que les Québécois, maintenant, sont plus connectés que jamais. Donc, ça offre des opportunités incroyables aux magasins de vraiment prendre de la demande qui est générée en ligne et de le transformer en vente en magasin. La demande, ou on pourrait dire les renseignements sur les habitudes d'achat, parce que c'est ça qu'on veut connaître quand on est détaillant. On veut savoir ce que nos clients veulent, quelles sont leurs habitudes. Cette information-là, c'est crucial. Exactement. Donc, on peut simplement utiliser des données sur les moteurs de recherche, par exemple, et comprendre combien de Québécois recherchent mon produit, mon service, et est-ce que cette tendance est en croissance ou en décroissance. Ça peut informer non seulement des décisions d'achat, mais aussi des décisions de produits qui vont évidemment influencer tout ce qui est inventaire, service à la clientèle. Anciennement, on fonctionnait peut-être par... c'était le commerçant, son instinct de personnes d'affaires, de commerçants qui disaient « Ah, tel produit, ça va marcher ». On se fiait à ses connaissances, à son flair, si on peut dire. Mais là, aujourd'hui, il y a toute cette information-là qui est disponible et elle est vérifiable. Et c'est important de l'utiliser correctement. Et vraiment, je dirais, le grand facteur qui change dans les dernières années, c'est aussi tout ce qui est en téléphonie. La personne rentre avec un ordinateur dans sa poche en magasin et peut scanner les produits, savoir s'il peut le trouver quelque part d'autre moins cher. Donc, comme le détaillant, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Parce que le détaillant peut offrir le produit à être acheté en ligne, même en magasin, s'il n'est pas en inventaire. Donc, quelqu'un en vente, un représentant de vente, peut avoir un iPad, par exemple, et être capable de vendre un produit qui n'est pas stocké présentement. Donc, ça offre des opportunités et aussi des risques, mais c'est la question de prendre la bonne décision. Oui, parce que le mobile, évidemment, il est partout, mobile, ça le dit. Donc, il est dans le magasin avec le client qui arrive avec son téléphone intelligent, qui vérifie les prix, par exemple, d'un concurrent, en regardant la marchandise, vérifie... mais le commerçant aussi peut faire la même chose, peut commander, comme vous avez dit. Alors donc, le mobile aide à faire des ventes, pas seulement en ligne, mais aussi chez le détaillant, dans le commerce qui a boutique pignon sur rue. Oui, exactement. Donc, c'est un outil incroyable où le détaillant peut s'offrir l'opportunité de présenter plus d'informations. Question d'avoir un site qui est bien fait, qui est fait en mobile, qui est quand même une grande lacune aujourd'hui. La plupart des entreprises n'ont pas encore misé sur la mobilité, que ce soit en application ou site web. Donc, ce serait le premier pas avant d'exploiter des stratégies un peu plus techniques et complexes. Donc, ça, tous les commerçants devraient profiter de ça. Et la tendance est tellement forte, le mobile. Là, on est rendu avec des montres intelligentes. Je ne sais pas ce que ça va
être la suite, si on va avoir des implants dans le cerveau, mais on n'en sort pas. Et il faut agir rapidement, je crois aussi, parce que les concurrents, il y en a qui sont plus vite que d'autres. On voit, il y a quand même une grande différence entre les entreprises qui ont décidé de miser sur le numérique et leur chiffre d'affaires, leur valorisation sur les marchés capitaux versus les entreprises qui sont un peu stagnantes vis-à-vis des technologies. On le voit clairement aux États-Unis, des entreprises comme Macy's, par exemple, qui se démarquent avec une stratégie mobilité en premier, qu'on appelle, et ils sont toujours prêts à investir sur cette nouvelle plateforme. Et contrairement, on voit sur le marché canadien certains détaillants, évidemment, qui ont fermé, et en grande partie à cause de leur lenteur sur les nouvelles technologies. Dans votre article, c'est intéressant, il y a un graphique où on voit le commerce mobile. Bon, ça équivaut, je pense, c'est des chiffres aux États-Unis, quelque chose comme 31 milliards. Il y a à l'extrême droite, c'est le commerce en ligne. Puis regardez la colonne au centre, c'est du commerce qui a été influencé par le mobile. Et là, on voit la différence, c'est le double. Alors donc, ça illustre très bien le propos que vous avez là actuellement. Oui, exactement. Donc, en investissement média, il faut commencer sur des médias qui sont mesurables pour comprendre l'effet. Je ne veux pas pour dénigrer les médias traditionnels, évidemment, ils sont très importants toujours, mais il faut commencer pour comprendre comment est-ce que je peux investir sur une plateforme web comme un Google ou Facebook et comment ceci va générer des ventes en magasin. Ceci, aujourd'hui, est possible. Donc, commencez avec quelque chose qui peut directement influencer vos ventes et par la suite miser sur d'autres médias. Donc, finalement, on va diversifier. Le commerce au détail est en train de complètement changer et la boutique, ce qui a pignon sur rue, ne doit être qu'une extension de toute une autre manière aussi d'offrir à notre clientèle nos produits. Oui, il faut être présent là où est-ce que ton client décide d'être présent, que ce soit en mobile, que ce soit en magasin ou sur une tablette, par exemple. Et ça, il faut vraiment le déterminer correctement parce que c'est quand même des investissements. Il faut mettre l'argent à la bonne place. On a beau dire l'omnicanal, mais il faut commencer au bon endroit, là où c'est payant, et ensuite diversifier. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. On se revoit bientôt, probablement. Merci. Alors voilà, c'est tout pour PME en action pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, on était avec nos collaborateurs de LIM, le blog de la communauté d'affaires. On fait une courte pause, on poursuit tout de suite après.